Combien de coûte ta saison à peu près? Pas eu de boulette jusqu'à présent à Melbourne? J'arrivais comme ça, sac à dos, une raquette. Je suis mort, il fait mais t'es une honte pour le pays, Voilà. tu t'en rends pas compte. J'ai honte d'être français comme toi, tout ça. Quand tu croises Zverev, Tiafoe ou… Il y a Sinner qui est arrivé, Casper, ouais. Ça t'impressionne un peu ou… La veille de l'examen, j'imprime la convocation et je vois sur la convocation qu'en fait l'examen c'était la semaine passée. Le sac de tennis qui est quand même assez important. T'as oublié ton sac de tennis? Et quand j'arrive, il me dit pas bonjour, il me dit pas ça va, il me dit t'es en retard. Ça va Clément? En pleine forme, Allez, là. Premier Australian? C'est ça, première fois, premier grand chelem mérité au classement, donc j'ai eu la wildcard à Roland cette année. Mais c'est vrai que c'est une saveur un peu différente quand, bon, ça. quand on va le chercher. Bon là on est à Federation Square qui est une place que tu connais pas je crois. Que je connaissais pas, ouais. Et en gros derrière tu as un écran où ils passent les matchs de l'Open d'Australie pendant le tournoi, ils mettent plein de transats. J'ai pu en profiter d'un là, à l'instant. Très cool. Ouais, très agréable. Et toi tu loges pas loin ou t'es où? Je suis dans un quartier qui s'appelle Jolimont, qui est pas très loin, sur la même rue mais juste un peu plus loin, donc en tram c'est super vite fait. De toute façon tout est assez proche du centre-ville, donc Airbnb? c'est super pratique. C'est ça avec le coach, j'aime bien faire ça. T'as les quais qui sont juste en dessous, je te propose qu'on aille faire un petit tour en amoureux, main dans la main. C'est ça. On va être bien. Ouais, on va être bien. Allez, les mains vont être transpirantes mais on va être bien. Ouais, t'inquiète, on va trouver. Bon toi on a une connaissance commune avec lequel on passe beaucoup de temps. Ralphie Bogo. Le Bogo. Je sais, ouais. C'est ton prépa physique depuis un moment? Depuis que j'ai commencé vraiment pour moi à jouer sur circuit pro quand j'ai rejoint la structure à Marseille, donc il était là-bas et ouais, ça fait combien de temps? 2020, fin 2022, prépa foncière 2022, donc ouais, novembre 2022. Donc j'ai eu mes premiers tests avec lui, il m'a raconté ses premières histoires qui ont donc fait une rotation d'1 an. Donc là, ça y est, je les ai toutes écoutées 3 fois. Ah ouais. Je commence à les connaître. Il répète beaucoup? Comment? Il répète Ralphie? Le Ralphie, c'est. Il radote ou non, pas? non, c'est. Ouais, non, parce que sur 1 an, ça va, il a beaucoup d'histoires. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'a pas non plus 3 ans d'histoire. Okay. Il a 1 année d'histoire et voilà, c'est un peu comme le même livre que tu lis à tes enfants le soir. Et ben, toutes les séances de muscu. Le bon storytelling. Ça... Ralph, franchement, énorme bisous. Sunset Cacahuète, test de la e-zone, toutes les masterclass, le podcast, vous avez plein de trucs avec Ralph. Du coup, je crois que t'es plutôt un gros monstre sur le physique, enfin, ça bosse fort. C'est ouais, je pense que ça fait partie de mes qualités, enfin la concentration que je mets dans mes séances. Ouais. Et c'est vrai qu'on a une expression, je sais pas si tu connais Antoine Wang, Tonio Wang, qui est ultra perfectionniste et qui cherche toujours à faire tout dans les détails les plus extrêmes. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire récemment que je me toniotise, c'est-à-dire que je commence à ouais, un peu aller chercher du détail et je pense que ouais, mon jeu se repose beaucoup sur ma qualité de déplacement. Ouais. Et c'est pour ça que ouais, ce qui se passe dans la salle pour moi c'est super important. Et c'est pour ça que un autre gros bisou à Ralph, parce que c'est vrai que l'année dernière, j'ai envoyé pas mal de messages. Dès que j'avais des bons points, des belles défenses, je lui envoyais. Et je sais que c'est grâce au travail qu'on a fait ensemble. Et ça fait plaisir de voir que les résultats payent. C'est énorme. Tu as fait une grosse année l'année dernière. C'est un peu 2024 que tu exploses, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, l'année, ce qui était cool, c'était que c'était une année complète. Et c'était mon objectif en début de saison. Ouais. Je voulais faire 30 semaines de tournoi. Ouais. Et ça a été le cas en bonne santé physique et mentale, puisque la saison d'avant j'avais une grosse blessure à la hanche. D'accord. Après un début de saison qui avait été plutôt positif, où je m'étais qualifié à Montpellier, j'avais enchaîné des victoires en futur, mais c'est vrai que j'ai pas réussi à maintenir ma santé sur toute une saison, qui est au final ultra important. Ouais. Et là, l'année dernière j'ai réussi à le faire, donc forcément dans les résultats, ça n'a pas toujours été au top et pas toujours satisfait de mon niveau de jeu. Ouais. Mais dans l'ensemble de la saison, au final, j'ai eu voilà, mes 10-12 semaines qui m'ont permis d'arriver ici en janvier au show. Et tu dis bonne santé physique et mentale, c'est-à-dire que mentalement, tu as déjà eu des périodes en santé délicate? Je pense comme tout le monde. J'ai eu des moments où voilà, tu n'as pas envie de jouer. C'est marrant, on en parlait, j'étais au resto avec Titouan il y a 2 jours. Ouais. Et quand tu étais là, tu l'avais interviewé juste après son Australian l'année dernière. Ouais. Il était au fond du gouffre, il avait juste pas envie de jouer, tout ça. Il a pris 2 buts à Nouméa. C'est ça, 2 buts à Nouméa. Ici, il perd en faisant un mauvais match. Et il avait juste. Je pense qu'à tous les joueurs, il y a des moments dans l'année où ça arrive, où juste on perd un peu la motivation, on joue tellement tout le temps. Ouais. C'est ultra dur d'être
30 semaines par an, être à 200% mentalement, physiquement, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe comment tu te sens dans ta peau ou dans ton corps. Et je trouve que l'année dernière, je trouvais un bon système de fonctionnement qui permettait d'optimiser ça le maximum. Et je pense que des semaines où j'étais vraiment pas là dans la tête et que… T'as réussi à couper? Ouais, j'ai réussi à les reconnaître rapidement et à couper. Ouais. Et au final, il y en a eu, je dirais que deux tournois où en fait j'aurais mieux fait de ne pas y aller. Ouais. Mais c'est plutôt un bon ratio et je pense que ouais, il y a d'autres joueurs, c'est 5 ou 6 et moi je suis content d'avoir réduit ça à 2 et d'espérer de faire de mieux en mieux. T'as déjà pris 2 bulles? J'ai déjà pris 2 bulles, putain. Le double bagel. J'ai pris, je sais plus quand exactement c'était. Mais déjà, ma préparatrice mentale, bonjour. La préparatrice mentale, non, je pense qu'elle essaie de parler français parce qu'elles ont entendu le français avant. Ah, ok. Tu veux y aller un peu? Non, peut-être au retour. N'hésite pas, hein. La machine. Elle sera encore là, t'inquiète pas. Et non, la première fois que j'ai pris 2 bulles, c'était la fois où la préparatrice mentale venait me voir pour la première fois de ma vie. Ouais. Donc c'était super dur, forcément pas grand chose à tirer de ce match pour elle. Quelle année? Et ça me met, je sais pas, c'était les tournois adultes quand tu as 13 ans. Et t'avais déjà une prépa mentale? À ce moment-là, j'avais pas mal de mal à gérer le stress. J'étais ultra stressé avant mes matchs. Ouais. Et j'avais tendance à me mettre au fond du seau quand je perdais. Bon, ouais. Comme un peu tous les gamins au final. Ouais. Mais à ce moment-là, ouais, mais c'est pas forcément ce qui m'a servi le plus. Et c'est pas forcément ce que je mets en place non plus aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que tu as déjà mis 2 bulles? Est-ce que j'ai déjà mis 2 bulles? J'ai déjà mis 2 bulles. Ouais, ça fait mal de le dire, mais pour moi, le plus mémorable, c'était quand même quand je revenais des États-Unis entre 2021 et après ma saison 2021, il me semble, ou 2022, 2021, il me semble. Et je joue Yannick Jankovic sur un tournoi CNGT. Ouais. Et à chaque fois que j'avais joué. Fait demi à Wim? Ah non, putain, mais rien à voir. Yannick Jankovic, c'était le… de Janovic, oui, le coach de Titan, le coach de Titan. Rien à voir. Rien à voir. Ah oui, c'était le… Ouais, j'aurais bien aimé lui mettre 2 bulles, mais bon, il aurait fallu être dans un bon jour au retour. Ouais. Et non, je jouais Yannick, que j'avais jamais breaké de ma vie, ça faisait 3 et 4, 3 et 3 à chaque fois. Ouais. Et je m'en rappelle surtout parce qu'au changement de côté, après le premier jeu, je fais enfin, je t'ai breaké. Je menais 1-0 et j'avais gagné 0 et 0. Mais bon, un match en soi serré dans les rallyes et dans les jeux, mais où tout a tourné de mon côté, quoi. Donc ouais, c'est le plus récent. Alors juste là… je crois que c'est un des repères de Benoît Paire. Ouais, j'imagine, hein, tous les endroits où… Est-ce que la petite piscine… T'es plutôt du genre à boire des coups de temps en temps? Non, ou… pas trop. Je sors pas énormément, mais j'aime bien… Quand je passe une soirée, c'est vrai que j'aime bien la passer chez moi, dans un endroit tranquille entre potes, plus que dans un bar, forcément. Donc non, c'est pas forcément mon truc, mais s'il m'invite, je dirais pas non. Ouais, sympa. T'as déjà fait Tu le connais un peu? On est tous les deux. C'est marrant, on a eu un peu je m'entraîne avec Lionel maintenant. Lui, il a… qui l'a fait exploser. Il était avec Lio, c'est ça. Et en fait, il est d'Avignon. Moi, je suis arlésien. Et donc, on a grandi tous les deux dans le Vaucluse, dans la communauté du Vaucluse. Donc, c'est vrai qu'on a eu un peu le même parcours. Ouais. Et je le connais un peu, mais je sais pas. C'est pas un ami proche. Mais, mais il est tellement cool que ouais, il est sympa avec tous les Français. Donc, ça, c'est son… Tes meilleurs potes, c'est qui? Tu nous parlais de Titouan. Je dirais mon meilleur ami, c'est Lucas Sanchez, qui joue le double. Donc, ouais, c'est juste mon meilleur ami dans la vie. On est super content de pouvoir faire ça ensemble. J'aurais aimé l'avoir avec moi ici. J'espère un jour on pourra faire un grand chelem ensemble. Ça serait le rêve. Mais ouais, là, cette année, on va pas mal jouer en challenge ensemble. Donc, ça aussi, quand on parle des choses qui font du bien dans la tête, pouvoir partager ça avec ses potes, c'est super cool. Et j'ai juste hâte. Là, je vais le retrouver dès que… Là, c'est fini, je file à Oeiras le voir. Et après, ouais, j'irai pas mal de potes un peu de partout. Les potes des matchs par équipe, les Français, les mecs de collège aussi que je retrouve ici. Yes. Mais ouais, j'irai des meilleurs potes, j'en ai quand même qu'un. Et il y a aussi d'autres joueurs, mais pareil, avec qui j'ai joué le double, qui joue principalement le double. Et c'est vrai qu'on a eu le temps de partager 2-3 semaines ensemble. Et après, ça devient tes meilleurs potes. Donc je pense pas que tu connaisses, mais Roy Stepanov, Jody McKinley, okay. C'est un joueur qui est israélien et un autre qui est des Caraïbes. Ouais. Et ouais, c'est juste le fait de passer… c'est des gens qu'on ne connaît pas et c'est aussi ça qui me
qui me dit que je fais vraiment le truc que j'ai envie de faire, rencontrer ces gars-là avec qui il y a peu de gens avec qui tu peux être vraiment toi-même à 100% et qui t'aideront quoi qu'il arrive. Et rencontrer des gens comme ça grâce au tennis, tu te dis ouais, c'est rien que pour ça, ça vaut le coup, quoi. Et c'est quoi, c'est des partenaires de double? Ouais, c'était des gars de base que je connaissais pas forcément, qui m'ont demandé d'aller jouer des futurs ensemble en double. Et pendant 2-3 semaines, enfin de base c'est 1 ou 2 semaines, et puis après on finit par faire 4-5 semaines, ils me suivent parce qu'ils n'ont pas forcément de partenaire pour les semaines d'après. Ouais. Et c'est vrai qu'après, ouais, ça devient des super potes, quoi. C'est marrant, c'est comme les backpackers. Ouais, c'est ça. Les gens qui voyagent en sac à dos dans le monde entier, tu te croises dans une ville, tu dis on va à Medellín en Colombie ensemble, parce que j'allais là-bas, j'étais déjà en Colombie. Et au final, tu fais 2 mois de voyage ensemble, c'est pareil, mais sur les futurs ou les tchals, quoi. Ouais, c'est un peu ça, surtout pour la plupart d'entre eux qui ne savent pas où ils vont la semaine prochaine, qui vont aller où ils rentrent et tout. Et par hasard, vous faites le même tournoi où tu dis je peux avoir une wildcard là-bas, donc vas-y, je t'embarque si tu veux. C'était un peu ce qui s'était passé. Et ouais, c'est vraiment ça, quoi. C'est l'inattendu, un peu le spontané, et aussi c'est ça qui fait qu'on devient super proche. Trop bien. Donc toi, ton nom de famille c'est Chidek. C'est ça. Ton surnom, la Chid. La Chid. T'as 23 là? J'ai 23. Tu vas avoir 24 en 2025. C'est ça. Et t'es 210, non? C'est pas ça? Je suis 190, mais avec pas mal de points à défendre sur le début de l'année. Là, t'as ton meilleur? C'est mon meilleur classement. Énorme. Et donc, tu en as parlé entre les lignes là 2 fois. Tu as joué aux États-Unis en université à Washington. C'est ça. Pendant 2 ans. Exact. Et c'était quoi? Comment ça s'est produit dans les grandes lignes rapidement? Comment tu as vécu ce truc-là? C'est marrant parce que l'histoire de base, je devais rejoindre l'université de l'Illinois. Ouais. L'Illinois, donc avec ici il y a Kovacevic qui fait le tournoi, qui était là-bas à ce moment-là. Et j'avais visité et en fait j'étais prêt pour y aller, mais j'ai fait un truc, c'est que je devais passer le TOEFL avant une certaine date. Ouais. La veille de l'examen, j'imprime la convocation et je vois sur la convocation qu'en fait l'examen c'était la semaine passée. Allez, bien joué ma Chid. Ça c'est un peu ton surnom aussi, Gaston Lagaffe. J'en fais quelques-unes, surtout cette époque-là, c'était assez compliqué. C'était un festival, comme on appelle. Ouais, une masterclass, la disaster class comme on aime l'appeler. Et du coup, je rate l'examen, je ne peux pas aller là-bas. Ouais. Et je continue un peu à l'INSA. Mon père était fou. Je lui ai téléphoné, je croyais que j'étais en haut-parleur, je regarde mon téléphone, je n'étais pas du tout en haut-parleur, c'est juste qu'il hurlait dans le téléphone. C'est comment ton père? Thierry. Mais parce que pour lui, gros bisous il a toujours pris les bonnes décisions pour moi. Okay. Et là, en fait, il savait que c'était la bonne chose à faire pour moi, le bon move. Ouais. Et que j'avais une chose à faire. Je ne suis même pas capable de me présenter à un examen dont je m'étais préparé. C'est quand même c'était un peu catastrophique. Et du coup, à Toulouse, il y avait un gars qui s'appelait Thibaut Cancel. Ouais. Je ne sais pas si tu le connais. Non. Qui est un peu possédé, un gars très intelligent, mais complètement dans son monde. D'accord. Et il était à Toulouse et c'est vraiment le type de mec, il vient me voir une fois à la fin de l'entraînement. Déjà, c'était un entraînement, on devait jouer à 15h. Ouais. Et il m'appelle à 15h45, il fait putain, je viens de me réveiller, j'arrive. Yes, Titi. Non, comment t'as dit son prénom? Thibaut. Thibaut, t'es là. Le type. Solide sur les appuis. Moi, je peux rien dire parce que je suis complètement capable de faire la même chose. Peut-être pas à 15h, mais je suis capable de faire la même chose. Ok. Et c'est typiquement le genre de mec où en fait, tu dis, il n'y a aucune chance que j'aille jouer dans son université. C'est-à-dire qu'il est tellement dans son monde, tu dis, je sais pas où il est, mais ça peut pas être bien. Et le truc, c'est qu'il me propose l'université, donc je lui fais merci, etc. Ouais. Et en même temps, il propose au coach de l'université de Washington mon nom. Et il dit, est-ce que vous cherchez des joueurs? Et le coach est là, on cherche toujours des joueurs. Et il donne mon nom. Et quand il sort de la chambre, mon coach, il me dit, mais il regarde sa femme et il dit, il n'y a aucune chance que je prenne n'importe quel joueur que Thibaut me recommande. 0 chance. Ouais. Donc l'intermédiaire était très très mauvais. Et puis de fil en aiguille, on discute, on se renseigne. Moi, je me renseigne sur l'univ, lui sur moi. Et puis au final, il se dit, ça peut peut-être être un bon match. Et c'est comme ça que j'ai rejoint l'université. Génial. Principalement parce que c'était une université qui était assez bien académiquement dans le domaine que je souhaitais étudier. J'étais
je m'étais préorienté en mathématiques. Ouais. Donc j'ai commencé mes études à l'INSA Toulouse, une école d'ingé, et j'avais une préorientation en maths, donc c'est ce que j'ai continué à faire un peu là-bas. Ouais. Et maintenant je switch légèrement vers l'ingénierie environnementale, parce que je continue à prendre des classes, mais à un rythme très lent, et, mais pour continuer à avancer, parce que on a quand même un peu le temps sur le circuit, donc j'aime bien consacrer un peu de temps à ça. Donc voilà, c'est un peu comme Lucas Van Hache ou c'est ça, mais Lucas qui s'impose quand même une charge qui est dans son diplôme qui est beaucoup plus rapide que la mienne. Je vais prendre à peu près 5 crédits par trimestre, qui est très peu. Ouais. Et non, du coup, voilà, j'ai joué 2 ans et c'est comme ça que ça s'est fait. Un truc qui est cool avec les gars qui ont passé du temps à l'université, c'est qu'ils ont vécu. Tu vois, on a filmé les matchs par équipe avec Aziz, Kander. Ouais. J'en oublie. Et ce qui est chouette, c'est que tu as eu une vie. Tu as fait la teuf, mon gars. Raconte-nous un peu. Pas tant que ça, parce que moi, c'est dur quand j'arrive, c'est le Covid. Ah, la chine. Du coup, il n'y a pas d'étudiants sur le campus. Ouais. Là-dessus, t'as pas chaté. Là, j'ai pas. La routine était correcte, la routine d'entraînement était bonne, mais c'est vrai qu'avec pas d'étudiants, on avait le droit de rester qu'en équipe et les règles étaient surtout dans l'État de Washington qui est très démocrate. Ils étaient vraiment très à cheval sur les règles, donc c'était compliqué la première année. Ouais. La deuxième année, j'ai un peu plus découvert en quelque sorte. Mais c'est vrai, comme j'ai dit, j'avais tendance un peu à rester avec l'équipe. L'histoire, c'était que je fais une autre masterclass pour le visa. C'est-à-dire que j'avais demandé un passage en urgence pour le visa. Ouais. Et je regarde pas mes mails et il y a mon père qui m'appelle un dimanche soir. Il dit « Putain, c'est bizarre qu'il t'ait pas relancé et tout. Vérifie tes mails pour voir si tu n'as pas raté quelque chose. » Je regarde mes mails. Il m'avait envoyé un mail il y a 2 semaines qui me disait que le rendez-vous était le lendemain matin à 9 h du mat. Allez. Et à ce moment-là, mon passeport est chez mes parents à Arles, donc en Provence. Moi, j'étais en confinement dans l'Ariège, à Foix. Et là, il est 22 h et le lendemain matin, je dois être à 9 h à Paris pour le visa. Oh. Donc, ouais, ma mère a conduit toute la nuit jusqu'à Toulouse. J'ai pris un train ultra tôt. Mon père avait pour mission d'appeler l'ambassade pour dire que j'aurais du retard. Ouais. Et j'ai pris le premier vol et je suis parti faire mon visa et j'ai fait l'aller-retour dans la journée. T'es une machine à guerre. Au final, c'est sorti, mais j'arrive quand même en retard pour les cours. Ouais. J'arrive en retard pour les cours et il m'attendait un peu pour faire l'initiation. Et moi, à ce moment-là, j'arrive et du coup, premier soir, vu que les cours avaient commencé, ils n'ont pas attendu, quoi. Ils m'ont pris direct en sortie d'avion. Ouais. Et à 7 h, alors j'étais complètement défracté. Et t'as Thibaut qui commence, qui m'oblige un peu à attaquer. Et on faisait, en fait, le truc, on était deux freshmen. Ouais. Et on faisait pas mal de jeux. C'était des jeux de chance où tu avais une chance sur 2, d'autres c'était des jeux vidéo, des trucs, c'était physique. Et en fait, chaque joueur de l'équipe avait un jeu et le perdant devait boire un shot. Okay. Et je te jure, j'ai pas gagné un jeu. J'ai tout perdu. L'autre freshman, c'était un Taïwanais. Les jeux vidéo, ça durait 35 secondes. Physiquement, il pouvait faire 850 pompes. C'était injouable. Au bout de combien de temps? Et je pense, du coup, il y a 8 joueurs dans l'équipe. J'ai fait 8 shots. Et là, on est sur le canapé et je sens que je commence à partir complet. Et là, tu as Thibaut qui insiste. Moi, je lui dis, je suis mort. Il fait, mais t'es une honte pour le pays. Tu t'en rends pas compte. J'ai honte d'être français comme toi, tout ça. Ouais. Donc, en plus, le mec est pas cool, tu vois. et ça m'est jamais arrivé parce que je suis pas quelqu'un je me fracasse jamais, quoi. Si jamais je dois sortir, c'est un verre ou deux et c'est tout. Ouais. Et là, je pars complètement, je passais la soirée sur le chiot, j'ai pas de souvenirs et je pensais vraiment que j'allais clapser. Et je leur disais, mais amenez-moi à l'hôpital, je m'en fous, je veux juste pas clapser, quoi. Je veux être perfusion. Et le lendemain, j'avais rendez-vous à midi avec la conseillère d'orientation. Ouais. Et le truc, c'est que j'ai passé vraiment la matinée sur les toilettes, impossible, genre toutes les 5 minutes, j'envoyais, je n'y arrivais plus. Ouais. Et je me dis, j'ai 30 minutes à tenir, 30 minutes à tenir où tu tiens, tu restes en face, c'était en zoom, donc ça me sauvait. Ouais. Et voilà, au bout de 30 minutes, c'est fini, tu dégueules tant que tu veux pour le reste de la journée. Et j'arrive sur le truc, donc j'essaie de m'hydrater, de faire tout ce que je peux pour limiter.
Et vraiment, elle commence à parler en anglais. Je ne comprenais rien à ce moment-là parce que quand je suis parti, elle commence à débiter un débit de parole. Et vraiment, au bout de 30 secondes, je dégueule sur ma caméra, le téléphone mort, écran noir. Et là, je pense qu'elle entend dans le shot ce truc. Et je dis à mon roommate de lui dire d'arrêter le call, quoi, que je me sens pas bien et tout. Et lui, il le laisse. Et elle, elle m'entend, elle voit que je suis à l'article de la mort. Et après, toute l'équipe s'est fait découper. Ah bon. Et du coup, les 4 premiers mois, ils m'appelaient. Ils avaient un surnom pour moi qui n'était pas cool. Et en fait, je savais pas que c'était ça. Et je pensais que tu vois, c'était un truc mignon et tout. Donc j'étais super content. Et au bout de 4 mois, je me suis compris que ça faisait 4 mois que je me faisais insulter par toute l'équipe en fait. Quoi ça hein il m'appelait. Putain, je l'ai plus là pour le coup. Mais ouais, il y en a qui ont tellement insisté. Ce qui est bien, c'est que tu l'as pas mal pris au départ. Non, bah après, non, je prends vraiment les choses personnellement. Mais non, c'était dur. Et après, il y a eu la réunion avec le coach. Je comprenais pas l'anglais. Donc le coach, quand il posait des questions, bah, tu sais, je faisais comme en cours. Je fonctionnais par mots-clés. Donc il pose une question et c'était qui n'a pas bu hier soir? We and drink. Et j'ai entendu drink, j'ai levé la main et là il a commencé à fusionner. Il a dit tu te fous de ma gueule. Il fusionnait. Donc le début était pas dingue et c'est marrant parce qu'entre l'arrivée avec l'intermédiaire Thibaut qui était pas folle et la première soirée que je fais, le coach il s'est dit qu'il avait fait l'erreur de sa vie. Et au final, après, il a pris sa retraite pour m'accompagner sur le circuit. Et ça a été une des plus grandes aventures humaines qu'il a eues avec un joueur de Washington. Donc, donc tu t'es fait coacher par un Rick au départ? Comment? Tu étais coaché par un Rick C'est quand j'ai commencé la raison pour laquelle j'ai commencé le circuit, c'est vraiment parce que du coup, son nom c'est Matt Enger. Et il était coach à l'université depuis 28 ans. Et en fait, il a toujours eu envie après d'accompagner un husky, comme on s'appelait sur le circuit. Et moi, au bout de 2 ans, il sentait que l'équipe, ça commençait à être un peu compliqué en termes de niveau. Ça commençait à devenir limitant peut-être pour la saison d'après. Il m'a dit, moi je suis prêt à prendre ma retraite, j'ai du financement derrière et qui permettent qui me paye en fait. Et moi je vais t'accompagner en tournoi. Et de base, c'était quand même la raison pour laquelle j'étais allé à Washington. C'était pour lui, il a été 23e mondial, donc c'était un super joueur, beaucoup d'expérience. Et c'est vraiment lui qui m'a fait beaucoup progresser parce que quand j'y suis allé, bon, j'étais à moins 15, mais tu vois, j'étais très loin des autres gars de mon âge, quoi, du niveau qui était requis pour jouer sur le circuit. Et en 2 ans, il m'a quand même bien fait évoluer. Donc pour moi, c'était un peu irrefusable comme proposition. Solide le Matt. Et c'était quoi ta progression après sur le circuit quand tu es arrivé? En combien de temps là tu arrives top 200? Au final, pas mal de temps. Ouais, c'est ça, c'est 2 ans. 2 ans, parce que quand je suis sorti du collège, j'ai pas beaucoup joué. Tu vois, il y a des gars ici comme Spitziri qui sortent juste de collège. Qui sortent juste de la Fernley. C'est le pire exemple, j'y avais même pas pensé tellement ça allait vite. Fernley, il sort de collège là en juin. Mais c'est des ovnis, top 100. Tu penses pas? Ouais, des ovnis. Shelton, il montait aussi tellement vite, il montait top 100 tellement vite. Diallo, non, je suis pas parmi les plus rapides. Bon, je suis très content de ma progression, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de gars qui sortent qui sortent vite et fort quoi, de ce circuit-là, surtout avec les nouvelles règles de transition avec les wheelcards, sur les chals, tout ça. Donc ça, je trouve que c'est un bon système. En gros, les États-Unis facilitent l'accès au circuit pour les tout meilleurs. C'est ça, les tout meilleurs du classement. Un nombre de wildcards en futur ou en challenger. Les 10 meilleurs ont 6 tableaux assurés et du 11 à 20, c'est 6 qualifs assurés en chal. Donc ça permet rapidement d'avoir des belles opportunités. Et pour les mecs qui les saisissent, ça va vraiment super vite. Trop bien. Et l'année dernière, en 2024, je crois que tu fais une grosse série de victoires à un moment donné. Ouais, c'est ça. C'est 13. J'ai gagné 13 d'affilée. Donc c'est rare que ça arrive. De tournois et en plus sur un peu de tournois progressifs. Donc je fais un début de saison où je trouve que je joue bien, mais les résultats ne suivent pas. Et je sais que j'ai bien bossé. Donc dans ma tête, je sens que ça va payer, je sais que ça va payer, je ne sais pas quand, mais je sais que si je continue comme ça, il y a un moment où je vais gagner les matchs. Et je pars sur un 15 000 à Grenoble. Et c'est là j'enchaîne des victoires. Au final, je gagne le tournoi avec pas mal de matchs très serrés. Et après, j'enchaîne avec mon premier challenge à Glasgow. Et je vais en demi jusqu'à Pau. Donc aussi le fait d'avoir eu des tournois assez progressifs, 15 000, 50, 125, c'est vrai que ça m'a permis de… Il y a quand même pas mal de choses qui sont alignées pour permettre ça. Et que ce soit dans la prog ou dans le travail que j'ai pu mettre avant, je pense que ça fait partie des trucs positifs à retenir et à reproduire à l'avenir. Tu as sorti quelques
défense mutanesque, Ouais. des passing de bout de course, des trucs. T'étais en. Ouais, je suis pas le. T'étais en chauffe complet, non? Je suis pas Tu je suis pas le talentueux, enfin, au sens des coups magnifiques, mais c'est vrai que la couverture de terrain, je dirais que c'est quelque chose qui fait un peu ma force. Et surtout en indoor où je me sens vachement à l'aise par rapport au rebond des balles et au niveau des déplacements, je me sens plus à l'aise que dehors ou encore plus sur terre battue. Et ouais, quand je me sens bien physiquement, généralement, c'est là où les résultats commencent à arriver. Et là, c'était un moment où je me sentais vraiment bien physiquement. Donc merci à Ralph pour ça. Et tu peux nous dire, quand tu enchaînes 6, 7, 10 victoires comme ça, ce qui se passe dans la tronche à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que la confiance, elle passe dans le vert et que les points chauds à 4-4, 0-40, bah, tu reviens, tu gagnes le jeu, tu passes devant. À ton avis, c'est quoi ce qui se passe là? J'aimerais tellement savoir, je pense que tout le monde aimerait savoir exactement ce que c'est. Parce que j'ai l'impression que à chaque fois, c'est quelque chose qui est assez différent. Et des fois, ça va venir où je vais me dire, oui, c'est sûr qu'il y a des ingrédients indispensables. Comme j'ai dit, bien me sentir physiquement, c'est un indispensable. Mais tu vois, après, il va en avoir d'autres. Ça va être un moment où je me sens aussi assez. Je pense que la confiance pour moi au service, qui est un coup où j'ai tendance à un peu psychoté, parce que pendant très longtemps, j'attaquais mes jeux de service comme des jeux de survie. Et c'est vrai que le fait d'être en confiance et de sentir que j'arrive à être solide sur mes mises en jeu, ça me libère au retour. Et je vais avoir tendance à développer un jeu plus expansif, un peu plus vers l'avant avec cette confiance. Donc je pense que d'un côté, c'est être au top sur son point fort et de l'autre côté, avoir légèrement confiance sur ses points faibles. Et je pense que savoir en tout cas qu'on arrive à compenser et qu'on arrive à bosser autour. Et la combinaison des deux, c'est ça qui amène la confiance, je pense. C'est difficile à dire parce qu'on est toujours à la recherche. On a l'impression que tout le temps, il y a un ingrédient différent. Et au final, c'est ça qui rend ce sport si difficile parce que quand on a des mauvaises séries, c'est super, elles sont dures à enrayer. Et en même temps, quand on a les bonnes, ça arrive et on sait pas vraiment ce qui se passe. Et tu n'as pas envie de trop y réfléchir parce que plus tu y réfléchis, plus tu peux enrayer la machine. Combien de ta série de plus grand nombre de défaites d'affilée, c'est combien? Je sais pas si c'est pas arrivé l'année dernière. Ma pire série, je sais pas ce que c'est. Je sais que l'année dernière, j'en ai perdu j'ai perdu 4 matchs d'affilée. J'ai fait pire que ça, je pense. Mais j'ai pas forcément le souvenir de pire que 4. Ça m'a jamais marqué en tout cas. D'accord. Et les 4, tu as réussi à pas trop dramatiser quoi? Sur le moment, c'était un peu dur, mais pareil, il y avait des concours de circonstances sur 1, 2. Et après, c'est vrai que ça m'a affecté dans la tête. Et genre sur le 4e, il y a 1-2 matchs où il y en a un, ça ne fonctionne pas au service. L'autre, j'arrive, je joue en qualif, j'ai une demi-heure d'entraînement dans les pattes avant de commencer le match et j'ai pas réussi forcément à m'adapter. Celui d'après, c'est un match super serré que tu peux gagner. Et le 4e, tu as l'Ouest dans la tête. Donc, à chaque fin, j'avais pas l'impression que c'était une chose qui se répétait. Je pense que c'est ça le plus dur à enrayer. C'est quand tu as l'impression que c'est la même chose qui se répète et que tu n'arrives pas à corriger. Là, c'était 4 choses différentes. Donc, à la fin, je sentais que j'étais fatigué dans la tête. Donc, j'ai pris un peu de repos. Et après, c'était reparti. Et comme j'ai dit, je connaissais un peu ma manière de fonctionner, le fait de repartir sur des futurs, d'essayer de réenchaîner les matchs. Et je pense que il y a pas mal de ma confiance qui se base aussi sur comment je suis en compétition. Donc le fait d'enchaîner des matchs, dans la tête, dans l'attitude, les routines, tout ça, de tout remettre en place, c'est ça qui me fait du bien et c'est ce que j'ai réussi à faire derrière. Je pense que pour demain, en tout cas pour ton premier tour à l'Open d'Australie, tu vas nous dire qui tu veux et tout, mais histoire que tu sois frais mentalement, on va aller danser un peu avec les copains là. Putain, je suis un danseur mais qui est cataclysmique. Je pense que c'est ma phobie principale, je pense que c'est qui filme. Ne serait-ce que 3 pas de danse, je pense que… Parfait, on y va? Non, il y a vraiment aucune chance. Il faudrait me traîner et que tu me fasses bouser toi-même parce que la danse… Et du coup, le jour où tu vas te marier pour ouvrir le bal, tu vas faire comment? Je serais terrifié, je pense. Je ne me marierai pas et je ne danserai pas. Je pense que je vais me paxer pour cette raison-là. Je vais me paxer à la mairie sans âme juste parce que danser pour moi, c'est une phobie. À ce moment-là? C'est une phobie. Enfin, vraiment, j'y vais, mais quand je suis…
il n'y a personne que je connais. J'ai tendance à Marseille parce que je ne suis pas Marseillais de base. Ouais. Donc je fais pas mal d'activités. Benjamin, c'est quelqu'un qui est quand même assez casanier. La Bonze La Bonze, ouais. La Bonze est casanier, donc je lui propose souvent des trucs et tout. Et puis on n'est pas forcément… j'aime bien, je sais pas, aller voir un peu des artistes pas trop connus dans des salles suspectes à Marseille. Donc c'est vrai truc, que… ça Comment? Ouais, j'aime bien faire des activités un peu… donc j'y vais tout seul parce que au final, je connais pas grand monde. Donc si tu fais pas d'efforts, tu t'enfermes. Tu t'enfermes toi-même, donc je me dis je vais voir des trucs qui me plaisent, donc forcément je vais rencontrer des gens avec qui j'ai au moins ce point-là en commun. Ouais. Et bah, c'est comme ça que je fais des… Enfin, au final que je fais des rencontres plus ou moins positives, mais quoi qu'il arrive, ça fait des bonnes histoires. Et ouais, c'est le seul endroit où je me permets de danser parce que vraiment je suis dans mon coin, personne ne me connaît et là je peux me libérer. T'as pas de copine? Très récemment non, plus. Ok. Pas de… Ça va? Le cœur? Ouais, non, ça va. Pour ça. T'es pas en chagrin d'amour en tout cas? Non. Okay. Après, c'est des choses qui arrivent. C'est dur quand tu es sur le circuit au niveau des relations avec la distance. Surtout, c'était aussi une joueuse. Ouais, donc, ça rendait super compliqué de se voir. Et je dirais que la communication, c'est pas non plus mon point fort. Donc, c'est vrai que je pense pas que ça allait dans la direction dont j'ai envie d'aller. Comme j'ai dit, on grandit, donc on a envie de choses différentes et quand on commence un peu à se projeter aussi, on voyait rapidement que c'était pas forcément là où on a envie d'être dans 2-3 ans, donc il valait mieux passer à autre chose. Du coup, premier tour là? C'est ça. T'es comment? Je me sens plutôt bien pour ça. Je pense que je fais un bon travail pour… il y en a qui se mettent pas mal plus de pression pour le Grand Chelem, donc on ne peut pas dire que c'est exactement pareil parce qu'il y a forcément beaucoup plus de monde, l'organisation est là, comme j'ai dit, on a tendance à passer un peu plus de temps au club, et aussi je pense qu'on ressent aussi le stress des gens qui sont autour. Mais moi personnellement, toute l'année je joue pour me qualifier pour ces tournois-là. Ouais. Donc en soi je veux jouer ce tournoi comme tous ceux que je fais pour me qualifier ici. Donc quand je serai sur le court, je sais que c'est pas quelque chose que, Grand Chelem ou pas, c'est pas quelque chose qui va m'affecter. Quand tu croises Zverev, Tiafoe ou je sais plus, on a croisé 2-3 gars. Il y a Sinner qui est arrivé, Casper. Ouais. Ça t'impressionne un peu ou… voir tous les staffs, tout ce monde, tout ça? Il y a beaucoup de monde. Voir les joueurs, c'est la première fois que je les vois. Donc impressionné, non, je dirais pas. Peut-être parce que j'ai pas encore vu, tu vois, j'ai mes idoles que je regardais quand j'étais petit, tu vois, au final Sinner, il a mon âge, donc c'est vrai que je le regardais pas depuis. Mais c'est sûr que quand je vais voir les mecs que je regarde à la télé depuis enfant, pour moi c'est plus voir si je vois Djoko ou même si je vois un Nishikori ou des gars que je regarde depuis ultra longtemps, je pense que c'est ces gars-là qui vont faire bizarre parce que c'est vrai que tu as tendance à les voir à travers un écran. Et là tu les vois en vrai, au final c'est surtout sur eux que tu es un peu impressionné juste par ça, quoi. C'est marrant les générations parce que toi c'est Djoko. Et un jour, quelqu'un dira, putain, quand je voyais Clément Chidec quand j'étais enfant, ça serait bien. Il m'impressionnait le mec à l'époque. Ce serait bien. Mais moi, quand j'y repense, tourné, mon gars. Et quand je regardais quand j'avais 8-9 ans et que j'allais au tournoi français de mon club, les mecs à 5-6, pour moi, c'était des légendes. Ouais, et j'adorais les regarder. Et à ce moment-là, c'était ça mon rêve. Et puis après, il y avait les mecs à Négat. Et bon, ça avance toujours comme ça. De toute façon, on est toujours le plus nul de quelqu'un. Et il y a toujours quelqu'un devant nous pour nous inspirer. À part quand tu es numéro 1. Ouais, à part quand tu es Djoko. Et ton rêve, c'est quoi? Moi, mon rêve depuis tout jeune, j'étais un grand fan de Coupe Davis. Okay. Et regarder ça à la télé, donc représenter mon pays, j'adore l'aspect équipe. Je pense que c'est la chose qui me motive le plus. Et pour moi, il n'y a pas plus grande fierté que représenter son pays. Pour moi, ce serait la plus haute satisfaction. Ouais, le maillot avec la plus haute importance que je puisse porter un jour. Donc pour l'instant, je dirais que ça a été ma fac, mais là, mon pays, ça serait fou. Donc mon rêve, ce serait de jouer soit la Coupe Davis, soit les JO, mais dans les deux cas, c'est un peu compliqué d'avoir un objectif qui ne dépend pas de soi, parce que c'est le cas, ça dépend de la génération que tu as. Ouais. Mais c'est vraiment le cas. Ouais. Énorme. Tu prends qui là du coup au premier tour? Je joue contre Meligeni Alves, un Brésilien il me semble. Ouais. Donc que je connais un peu. Je m'étais entraîné avec lui quelques fois, mais je ne l'ai jamais joué. Et ça dit quoi? C'est un Sud-Américain qui
qui aime bien prendre son coup droit, principalement joueur de terre, mais bon, qui joue aussi très très bien sur dur. Et c'est plutôt un bon tirage. C'est dur à dire parce que surtout en début d'année, tu ne sais pas dans quel état de forme vont arriver les joueurs. Ouais. Donc je pense que c'est pas le pire, mais je pense pas que ce soit le meilleur non plus. Donc non, j'ai mes chances et ça va être à moi de les saisir demain. Ouais. C'est mieux qu'un tirage de relance, c'est sûr. Ouais. C'était qui? C'était Bergs, Zizou Bergs. Zizou Bergs, ouais. Ça avait fait combien? 1-1. Eh, dur. Et il a piqué celui-là. Mais honnêtement, j'ai même pas mal joué. Quoi. Je me juste exterminé. Putain. Sur terre battue en plus, ça faisait long. Enfin, j'avais fait 4 tournois avant, je m'étais préparé, mais ça faisait 4 ans que j'avais pas joué sur ça avant cette année-là. Ah ouais. Et c'est vrai que c'était juste une classe au-dessus. Quoi. Genre, ouais. Là, on est dimanche. J'étais content avec mes 2 jeux. Ouais. Là, on est dimanche, du coup, veille de début des qualifs. Tu joues demain? Je joue pas demain, je joue mardi. voilà. Très bien. Un jour de plus de prépa, c'est cool. Ouais. Même s'ils annoncent un peu de pluie demain, donc on verra comment ça se passe. Mais quand tu as découvert le tableau, t'es comment en fait? Est-ce que tu as un petit coup de tension? Je ne l'ai pas regardé. Non, je regarde. C'est vrai que je regarde pas les tableaux. C'est ton coach qui t'a dit que tu jouais? C'est mon coach qui m'a dit. Ouais, j'ai tendance à pas regarder. Je regarde toujours le mec contre qui je vais jouer, ça je veux le savoir et c'est pas un souci. Mais c'est vrai que pas comme Mana. Mais je regarde jamais le tableau. Ah ouais. Et non, pas de tension du tout. Ah ouais. Je savais même pas qu'il était sorti en fait. D'accord. On a dit il sortait à 14h, je savais même pas qu'il sortait à 14h. Je sais pas que j'ai joué en tournoi en fait. Non, Je savais plus. je suis venu ici avec Vivien qui fait tellement du bon travail, qui a fond sur les stats. Ouais, c'est ça. Et qui fait à chaque fois des bons boulots pour préparer les matchs. Donc au final, je sais qu'il sera là pour me dire quand il faut rentrer sur le court. Donc ça doit être bon. Je suis safe sur cet aspect-là. Ouais. Énorme. On a quelques petites questions pour terminer en mode small talk, réponses très courtes, des trucs qui n'ont rien à voir. Ok. Tu y vas à la cool. Pas de danse préférée, j'aurais pas de réponse. Putain, pas mal ça. J'aurais pas de réponse. Dommage. Par quoi on commence? Destination de vacances idéale? En France, et je dirais en France, bonne question. Je pars très peu en vacances, donc c'est super dur. Avec mes parents, on avait tendance à partir à Ibiza, mais plutôt sur le côté calme, plus que sur le côté festif. Je suis au final jamais sorti là-bas. Mais ouais, c'est le trajet. L'Italie. J'ai eu le temps de jouer les matchs par équipe cette année. Bon, et je dirais le sud de l'Italie, des régions à Sicile. Je pense que ça serait mon spot. Plus tente, sac à dos ou maison d'hôte? Non, tente, sac à dos, je pense que c'est quelque chose que j'ai pas mal découvert pendant le Covid. Comme j'ai dit, je suis en Ardèche, donc les randos, passer pas mal de temps. Et on a dit réponse courte, mais c'est vrai que moi, ma vision du confort, c'est plus par la privation. Genre, je vais me battre avec mon sac à dos et ma tente pendant 3-4 jours. Ouais. Et quand je rentre à la maison me paraît tellement bonne, la douche chaude et tout ça. Donc c'est vrai que, tente, sac à dos 100%. Plus concert de Bob Marley, les pieds dans le sable, ou reggaeton à la cool, avec des effluves de joint, ou techno, soirée techno? Ah non, 100% la première option. J'ai jamais vraiment accroché à la techno et j'adore vraiment le reggae, j'en écoute beaucoup. Et j'adore les joints. Et si tu es off-season et que tu n'as pas de tournoi dans les 2 mois et que tu as un joint qui passe et qu'on te le propose, tu le prends ou pas? Non, jamais. Jamais essayé? Jamais rien fumé. Aux États-Unis, c'était légal. Ouais. Donc c'est vrai qu'ils ont les chocolats avec du THD dedans. Ah ouais, du temps, donc c'est différent. Mais j'ai tellement peur pour mes poumons, ça j'ai un peu moins hésité. Et je pense que j'ai une faiblesse, que ce soit pour l'alcool ou n'importe quelle substance qui est. Je suis affecté tellement vite que c'est pareil, ça a failli m'assassiner. Entre la première soirée et la première fois que j'ai pris, ils appellent ça des edibles, avec c'est des bonbons ou des chocolats. J'avais décollé. Ouais. Et cigarette, t'as déjà essayé? Jamais, non, jamais vraiment cigarette électronique, jamais rien fumé de ma vie. Enfant modèle? Je sais pas, mais sur cet aspect-là, je dirais oui, ouais. T'es plus, j'ai envie de trouver justement une connerie à faire. Voler des bonbons ou des balles rebondissantes dans un magasin, ou faire le mur pour aller chez ton pote et jouer à la play? Voler jamais fait, je pense que faire le mur.
Jamais fait non plus, mais j'aurais dû essayer. Et l'auréole, sinon, tu la portes bien ou... Non, mais j'ai fait des conneries, mais c'est vrai que non, en fait, j'en ai pas fait tant que ça quand j'y pense. Ah ouais. En fait, je faisais tellement de gaffe que derrière, j'avais plus de crédit pour faire la connerie, tu vois. Ouais. Si tu fais moins de gaffe, que tu penses à tout, que derrière tu fais le mur, ça passe mieux. Mais bon, quand ta mère elle a dormi dans la voiture pour t'amener ton passeport et que le lendemain elle reçoit un appel du commissariat parce que tu as essayé de voler un chargeur Intermarché, le combo il passe moyen, je pense. Il est lucide. T'as des frères et sœurs? J'ai un petit frère qui a 8 ans de moins et une grande sœur qui a 4 ans de plus. Ok, très cool. Si tu jouais pas au tennis, tu ferais quoi? Bonne question. Je pense que j'aurais continué mes études à l'INSA. Je pense qu'avec ouais, je suis heureux. J'ai mes meilleurs amis aussi qui sont là-bas. Ingénieur de quoi? Je pense que procédé environnement, le génie procédé environnement, c'était une voie qui m'attirait plus au final que ce dans quoi je m'étais préorienté. Et je pense que c'est dans ça que j'aurais trouvé ma valeur et le sens dans ce que je fais. Après, je sais que ça aurait été très différent. Et dans les moments où c'est super dur, tu dis putain, j'aurais été bien si j'étais resté là-bas. Ouais. Mais après, dans les bons moments, après des victoires, tout ça, en fait, les bas sont plus bas dans ce qu'on fait, mais les hauts sont aussi plus hauts. Et au final, on est heureux dans les deux. C'est juste que c'est deux façons de vivre qui sont assez différentes. Ouais. Et non, je sais que j'aurais été heureux différemment. Mais voilà, je suis aussi content du chemin que j'ai pris. Et surtout si j'arrive à cumuler un peu les deux et que plus tard je pourrais les rejoindre ou faire ce qui me plaît. Donc c'est vrai que plus tard je pourrais pas jouer au tennis. Donc au final c'est mieux de le faire dans cet ordre. Bien vu. Film préféré? Je dirais Good Will Hunting. Je connais pas. Will Hunting, c'est ça se passe à Boston et c'est un gars qui a des potes, des mauvaises fréquentations un peu et qui en fait c'est un génie des maths, ouais. Mais il veut pas bosser, il se cultive à mort et c'est un peu, il rencontre ce gars qui est psychologue, et il veut pas d'aide et en fait les gars de l'université le détectent et ils ont envie d'exploiter son potentiel en quelque sorte et c'est un peu tu vois le personnage évoluer, un peu les déchirements qu'il a avec un peu, il n'ose pas forcément se livrer, il rencontre une fille qu'il aime bien et non, c'est sympa. Après j'en ai un, c'est Gladiateur, qui c'est une masterclass, tellement de moments épiques et tellement inspirant. Donc je pense que je devrais le regarder plus souvent avant les tournois, c'est des films ultra motivants. Plutôt séduction sur les applis ou en soirée? C'est affreux, mais ni l'un ni l'autre. Donc comment on fait? Je suis pas sur les applis. Au final, moi, ce que j'aime bien, c'est en journée, parce que je sors pas de nous. Ah, les copines de tout à l'heure là. Et je suis pas. Non, ouais. Il y a pas mal de choses au final qui se passent comme ça. Non, mais pareil au cours de la journée, avec je sais pas, les gens que je suis mené à rencontrer ou peut-être le week-end, je vais faire 2-3 activités. Mais non, je suis plus le gars de la journée, pas le gars du soir. Le contre-pied. Ouais. Et tu te fais draguer parfois en tournoi par des… je pense sur les grands tournois, ouais, ça arrive. Ça arrive un peu à tout le monde. Forcément, le fait qu'on joue, le statut, je pense qu'on est dans un environnement qui peut paraître cool pour pas mal de gens. Ouais. Et donc c'est des choses qui arrivent, un peu moins au futur qu'en Grand Chelem. Mais ouais, je pense que ça arrive et plus tu progresses, je pense plus ça arrivera. Ouais. Et je pense que c'est aussi là où il faut faire attention. Mais non, c'est pas non plus super commun, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme small talk, la rapide? Putain, je suis en manque d'inspiration. T'as déjà voyagé tout seul? Voyager en type vacances? Ouais, ou… Solo. Solo, comme j'ai dit, je suis jamais vraiment parti en vacances, mais j'adore partir en tournoi tout seul. Okay. Je pense que je suis un des rares, je sais pas, il y en a qui aiment bien ça, ouais. Mais pas genre 5 semaines d'affilée parce que c'est un peu pesant. Ouais. Mais je sais que cette année, par exemple, je vais partir un tiers, voire la moitié du temps tout seul parce que ça me fait du bien aussi. Et j'aime bien partir tout seul dans les endroits aussi qui sont assez proches de la nature parce que j'ai un peu plus de liberté. Tu vois, si je pars avec mon coach et que je lui dis que je vais faire une rando de 12 bornes la veille de mon match, il peut commencer à verrouiller la chambre et on a des valises sous la poignée pour pas que je sorte, quoi. Combien de coûte ta saison à peu près? J'ai fait ma comptade dernièrement et
et le bilan total de la saison. Bon, après, c'est le bilan que tu donnes à l'URSSAF. Ouais. Donc, je pense que genre quand je suis à Marseille, que je dois manger, j'aurais mangé quoi qu'il arrive, tu vois. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à légèrement gonfler dans les taxes, mais à peu près 80 000 euros. 80 000. Mm. Et en étant fraîchement top 200, est-ce que tu amortis ces frais ou est-ce que c'est encore dur? Est-ce que tu es à l'équilibre? Est-ce que ça te coûte de l'argent? Ouais, c'est à l'équilibre. Il y avait sur l'année dernière légèrement de positif. D'accord. Très léger, genre genre 5 000 euros, quelque chose comme ça. Et donc ça représente 450 euros par mois, 500 euros par mois. Donc c'est pas non plus énorme. Mais bon. T'as quoi? T'as plusieurs sponsors plus les matchs par équipe? Non, c'est vraiment compte en tout. Donc, non, mais je veux dire pour du coup financer ah ouais, non, les matchs par quoi. équipe. Là, j'avais du coup, il y avait mon coach que je ne payais pas en début d'année sur pas mal d'accompagnement. Donc je pense que l'année prochaine, la facture va augmenter parce que là, dès le début d'année, je dois être accompagné de Vivien avec les déplacements de ça. Je ne payais pas ses déplacements ni son salaire. Donc en gros, je payais que son logement, ce qui était un avantage fou. Comment ça se faisait que tu ne payais pas ça? Parce qu'il y avait ce sponsor-là qui était de Seattle et qui donnait de l'argent à mon coach pour qu'il m'entraîne derrière. Donc c'est lui qui avait trouvé ça. Donc c'est vrai que ça a été pour me lancer, ça a été une aide énorme. C'était quoi? C'était une entreprise? Ouais, non, c'était un gars. Seattle, c'est quand même un endroit tellement riche. Enfin, le club dans lequel il bosse maintenant, où il donne des cours, c'est le club où tu as Bill Gates, tellement de milliardaires, tout ça. Donc c'est vrai qu'il a trouvé un mécène. Ouais. Enfin, il en a trouvé plusieurs à la suite. Et ouais, les gars m'ont aidé et lui ont payé et son salaire à la semaine et ses vols. Donc pour ça, c'était une aide de fou. Et toi, tu devais faire des trucs en contrepartie? Non, rien à faire. Donc ça c'était vraiment c'était que du gagnant, quoi. Et à ce moment-là, tu dis que t'avais une bonne étoile, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'étais avec Bastille Médical, donc ça s'est arrêté cette année, mais l'année dernière, j'étais avec eux. Pour une fois, j'ai pas fait de gaffe, c'est vrai. Donc c'est pas payé, tu vois. Pour une fois que je fais pas de gaffe, ça s'arrête. Mais bon, non, parce qu'ils ont réorienté le projet un peu différemment. Et pourquoi tu as fait des gaffes avec d'autres sponsors? Ouais, je suis catastrophique sur la com, donc tu sais, pas envoyer de message, pas faire le minimum, quoi. Ah ouais. Même si c'est pas écrit que tu dois faire, il y a quand même un minimum de chance. Les gens ils t'aident, tu dois les tenir au courant de ça. Non, de mieux en mieux, ça va mieux, mais je pars de vraiment très très loin, quoi. Et j'étais avec eux qui m'aidaient pas mal, qui m'aidaient un peu financièrement, mais qui aussi, c'est grâce à eux que j'avais pu jouer Pau. J'avais joué à Montpellier aussi grâce à eux, parce que voilà, ils avaient, c'est des partenaires privilégiés de ces tournois-là. Et du coup, ça c'était vraiment, on avait une bonne relation, c'était vachement cool. Donc là, en ce moment, voilà, c'était aussi mon challenge de fin de saison, c'était essayer de trouver un peu des sponsors. J'ai de la chance, je pense que dans ma ville, il y a quand même pas mal d'entreprises à Arles qui je pense, seraient intéressées, pas mal de gens qui ont envie de m'aider. Donc je pense que cette situation elle va se débloquer, mais ouais, ça va être primordial, ça va être nécessaire. Et comment t'expliques que des gens aient envie de t'aider? Parce que ça paraît, c'est une chance, quoi. Ouais, je pense que tu disais tu vas te foutre de ma gueule parce que tu vas me dire l'auréole encore, mais non, je pense que je suis quelqu'un d'assez qui adore le contact avec les gens, qui a tendance à, je sais pas, j'ai une personnalité, je pense que les gens apprécient. Et je pense que ça leur fait plaisir aussi d'aider un bon gars à réaliser ses objectifs. Donc voilà, je pense que ça fait au final être trop gentil au tennis, ça peut coûter sur le court, mais en dehors c'est vrai que ça a tendance à aider. Donc j'espère que voilà, je suis pas gentil pour avoir des sponsors, mais c'est vrai que les gens s'ils ont envie de s'investir dans une aventure humaine. Et moi, j'ai envie aussi de voir un partenariat comme ça, le fait qu'ils sentent la proximité et tu sais, qu'ils vivent un peu le truc avec moi. Donc je pense que c'est pour ça que ça leur donne envie de m'aider. Parce qu'en tout cas, ce que m'a dit Ralphie, c'est que c'était un bonheur de bosser avec toi, quoi. Parce que parfois, avec les joueurs de tennis, c'est pas toujours facile parce que c'est aussi le sport qui veut ça, c'est que c'est très égocentrique. C'est ça. Tout tourne autour d'un joueur, un projet, un truc. Tout le monde est au diapason. Et que toi, il me disait, c'est ouf, le mec donne envie de lui donner en tout cas. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool qu'il dise ça, mais c'est aussi comme ça que je performe le plus. Une des difficultés quand je suis sorti du US, c'était la motivation. Parce que je jouais pour
jouer pour 6 gars avec qui j'habitais. L'Univ avait beaucoup d'histoires. Enfin, jouer pour quelque chose qui était plus grand que moi. Ouais. Et quand je suis arrivé sur le circuit, en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça que je veux faire. J'ai pas envie de jouer pour moi, c'est pas ça qui me plaît. Et le fait de reformuler ça en me disant, ben, je joue pas pour moi, je joue pour mon équipe. Je joue pour, voilà, mon équipe, c'est mes parents qui m'ont toujours soutenu, mes coachs, mon prépa, tous les gens avec qui j'ai pu être en contact. Je continue à représenter mon université. Et c'est vrai que quand j'ai tourné les choses comme ça et que j'ai l'impression de représenter ces gens-là, c'est ça qui m'a remis dedans et qui m'a dit, ah là, c'était bête de voir ça comme un sport individuel au final, parce qu'il y en a tellement de gens derrière nous. Et quand j'y ai pensé comme ça, c'est vrai que tout de suite, j'ai trouvé ça super motivant. Énorme. Quel cours au premier tour? Je pense pas que du coup la proc du lendemain n'est pas sortie encore. Exact. Donc je sais pas, on m'a dit qu'il y avait un cours, je crois que c'est le 16, non, où il y a le bar juste au-dessus et que ça pouvait être assez bruyant. Ah ouais? C'est la psychologue qui m'a dit ça. Elle m'a dit fais juste gaffe si tu joues sur ce cours-là. Surtout en fin de journée, il se peut qu'il y ait des gens déchirés tout en haut et que ça fasse un boucan fou. C'est ce que tu disais tout à l'heure avant qu'on mette le micro, c'est que sur les grands chelems, vous avez plein de services à votre disposition, dont, donc là tu as dit psychologue, il y avait quoi d'autre comme service? Psychologue, il y avait la responsable du centre de récupération et qui est assez spécialiste du sommeil, donc avec qui j'ai pu discuter, qui est une des chercheuses les plus lues sur cet aspect-là. Et en fait, elle t'a donné quoi comme petit tips? On parlait principalement de routine de sommeil, donc elle avait ce truc où tu vas essayer des choses, mais il va falloir que tu sélectionnes les 3 trucs qui te relaxent le plus. Ça peut être une douche, ça peut être un livre, ça peut être l'odeur de quelque chose, l'huile essentielle. Et tu vas commencer à mettre ça en place une demi-heure avant ton sommeil pour faciliter l'endormissement. Mais son truc principal, c'était quand même, bon, c'est pas de secret, mais le fait d'avoir les concerts de Bob Marley, elle m'a recommandé. Non, c'était vraiment de garder le même cycle de sommeil. C'est-à-dire, tu définissais un peu l'heure où tu sentais le mieux et tous les soirs, tu essayais de le faire dans l'intervalle d'1 heure avant, 1 heure après. Donc, il fallait que tu te couches dans ces 2 heures-là et que tu te réveilles dans les 2 heures maximum. Et forcément, les 8 heures de sommeil, 7-8 heures pour l'adulte normal. Mais quand on est exposé à des efforts intenses, c'est là quand il fait très chaud, tout ça. Les 9 heures sont souvent nécessaires. C'est quoi, tu as tes 2 heures de coucher, 2 heures de lever? Je pense que c'est. J'y ai jamais vraiment pensé. J'essaie de faire 22-30, 7-30 en général. Mais je m'y tiens rarement. Ça finit souvent en 23-15, 7-45, quelque chose comme ça. Donc je perds un peu de sommeil et je me couche un peu plus tard. Donc ça fait partie de mes objectifs en 2024, je pense, parce que vraiment c'est la base de la récupération, c'est vraiment le sommeil. Et la bouffe, je pense que tu as vu. Ouais, la bouffe aussi, du coup, qui est un peu juste au-dessus dans la pyramide, mais aussi ultra important. Et je pense que je fais beaucoup plus gaffe à la bouffe que je fais gaffe au sommeil, alors que le sommeil, je dirais que c'est un tantinet plus important. Donc ouais, faut faire. Ça va être vraiment mon axe de travail, parce que c'est quelque chose que tu contrôles, donc ça serait bête de se laisser aller sur des choses importantes et qui sont aussi faciles à contrôler. Et la psychologue du tournoi, tu as fait une séance de combien de temps avec elle et vous avez abordé quoi comme sujet? En fait, c'est mes agents qui m'avaient orienté vers elle, donc quand j'ai quitté… c'est qui déjà tes agents? L'agent, c'est Octagon. Ah ouais. Et en fait, qui s'occupe de toi? C'est t'as John qui s'occupe de moi en France, et après de Vegui. Salut. Il connaît tout le staff en fait. Le John qui arrive, il m'a envoyé 0 message, il arrive mercredi. Et... Merci John. Merci John, sympa, Nîmois en plus. En plus la proximité, il est Nîmois, je suis arlésien. Il y a rivalité mais surtout proximité. Je lui ai proposé de faire une interview ici à Jonathan. Et comme c'est le mec le plus speed de la place. Ouais. Ça va John? Ouais, ça va. Je sais pas si on voit de loin avec les lunettes et il les remet de suite sur les yeux pour te faire comprendre qu'il a autre chose à faire. Il n'a pas le time, John. Non, et en fait quand je suis sorti de collège, dans la tête je me sentais pas bien. En fait j'avais pris 0 poste pendant 2 ans parce que tout l'été j'avais joué et après la saison a repris direct. Et dès que j'avais fini la saison, j'avais repris un peu les tournois et j'étais juste complètement oxy. Et c'était un peu le gros truc, c'était de me remettre à l'endroit dans la tête. Et c'est vrai qu'ils m'ont tout de suite dit que voilà, l'ATP, il y avait des ressources que je pouvais utiliser. Et donc ça fait 2 ans que je suis avec Ruth, elle s'appelle Ruth Anderson. C'est gratuit? Oui, c'est totalement gratuit. C'est génial. Et
Ah, donc là, elle était pas. Si, elle est à l'Australienne, là? Là, elle est australienne. Elle fait tous les grands chelems, D'accord. quelques Master 1000. Et après, sinon, la plupart du temps, je l'ai en visio le reste de l'année. Ouais. Donc, pour l'instant, en vrai, je l'ai vu qu'à Roland ici. Ouais. Mais on essaie de se voir 2 fois par mois à peu près. En visio? En visio, ouais. Et c'est bien, elle bosse bien, parce que elle est plutôt bien. Quand on arrive avec vraiment des axes de travail, c'est pas elle où tu vas dire j'ai ça, elle va donner des solutions. Ouais. Je pense que pour que ça marche bien, il faut que tu y ailles aussi avec en pensant que la solution elle va venir de toi. Okay. Et c'est là où elle arrive à bien t'aider, c'est qu'elle va reformuler un peu ce que tu dis. Et le fait de l'entendre différemment de temps en temps, ça va te faire penser à quelque chose que tu n'avais pas pensé avant. Ouais. Et quand j'ai bossé avec elle, je pense qu'elle m'a forcément donné des outils. Mais 90% des trucs qui m'ont fait évoluer, c'est venu de moi. Ouais. Mais c'est le fait de discuter avec elle qui a permis de débloquer ces petits outils dans la tête. Et que quand j'ai mis en place, j'ai vu que ça marchait. Donc c'est vrai que pour l'instant, ça passe super bien. Et le fait que Rouf, elle bosse potentiellement avec 30 autres mecs du top 100. Ouais, peut-être qu'elle leur dit tu te dis pas, alors évidemment, elle doit être pro et tout. Ouais. Mais tu te dis pas, j'y vais mollo sur ce que je confie? Non. T'arrives à lâcher? Non, parce que non, elle inspire tellement confiance. Ouais. Et je sais que je peux me lâcher et je pense qu'aussi elle a tout entendu justement, c'est ça qui fait ça. Parce qu'elle bosse aussi avec des gars du tennis, elle connaît les challenges et c'est plus facile, on parlait de ma relation qui s'est arrêtée récemment, c'est sûr qu'elle a dû entendre parler de ça, des difficultés qu'il y a, la distance, tout ça. Elle a vécu tellement de fois donc c'est vraiment, elle, au final je trouve qu'en France c'est super dur même en général de trouver un psy, parce que c'est pas quelque chose que tu peux te baser sur des recommandations, parce que les choses vont bosser différemment. Et au final, elle a vu tellement elle a toujours bossé avec des sportifs, mais maintenant tellement de tennisman, que je pense qu'elle comprend mieux que quiconque ce qu'on peut vivre au quotidien, quoi. Bon, très bien. Pas eu de boulette jusqu'à présent à Melbourne? C'est-à-dire? Pas eu de gaffe? Pas des petites gaffes, le badge qui part, mais non, de mieux en mieux. Jamais très longtemps. Je l'ai perdu. J'ai perdu déjà 8 fois, mais pas plus d'une demi-heure. C'est ça. C'est ça. Non, pas trop de soucis. Mais je suis arrivé sans. C'est plutôt au départ où il y a eu des oublis et dans la valise. Il y a tellement de choses à prendre. Le sac de tennis qui est quand même assez important. T'as oublié ton sac de tennis? C'est pour ça, John, je lui ai demandé les infos de Ed parce que j'ai pas de sac. Attends, mais c'est-à-dire, t'as oublié ta housse? La housse que normalement je la plie dans mon sac et je mets les raquettes par-dessus dans ma valise. Ouais. Parce que je suis un rat qui ne veut pas payer un bagage de plus. Non, mais fais gaffe. Non, en vrai, c'est plus. Le sac de tennis, t'es obligé de le mettre en soute parce qu'il est trop gros. Ouais. Et j'ai pas l'impression que tes raquettes sont super protégées. T'as vu le poste qu'on vient de faire là sur les raquettes? Le sac complètement déchiré. Non, ils ont fait n'importe quoi. 3 raquettes défoncées. C'est hallucinant. Moi, au début, j'ai cru que c'était quelqu'un qui s'était énervé. Et après, j'ai vu le truc, mais c'est pas possible de traiter un sac. Ils sont allés au cutter, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils étaient à une voiture qui a roulé dessus, c'est pas possible. T'as des commentaires qui disent, mais pourquoi l'avion a roulé sur le sac? C'est tellement ça, tu sais, ça me fait penser au. Il y avait un Américain qui mangeait des hélicoptères petit à petit, petit bout par petit bout. Il mangeait l'étage. Je me suis dit, autant c'est lui, il s'est retrouvé à l'aéroport et il avait envie de bouffer un sac de tennis, le mec. Il a commencé à les déchiqueter avec son couteau à sac, tu sais. Il doit avoir des outils de l'enfer. Et du coup, tu as oublié ton sac de tennis. Donc, tu arrives après-demain avec ta valise à roulettes sur le corps? Non, mais j'ai le sac et les raquettes à la main, ça fait pas super pro. C'est moyen pour l'instant. Après, le next step, c'est le sac de course. Le sac et les claquettes. Le sac de course, je l'ai jamais fait. C'est pas mal. Quand j'étais rentré de collège en 2021, j'essayais vraiment de tout faire différemment. Je sais pas, j'avais un truc. Donc déjà, j'avais initié le bandeau grip. Enfin, j'ai que des trucs au final qui n'avaient aucun sens. Donc je mettais le tourne-à-grip sur le front. et l'été d'après, c'était le sac à dos. Donc donc ça, au final, non, je me suis un peu écarté. Ça fait un peu seconde série Traquenard. Comment? Mais troisième série ou seconde série Traquenard? C'est que j'ai joué un futur au Portugal et je commence l'été avec 4 raquettes et il y en a 3 qui partent au service. 3 raquettes, j'avais changé ma prise au service et j'avais tendance à lâcher et j'en casse 3. Du coup, je suis parti au Portugal pour 2 semaines, une raquette. Enfin, j'en ai cassé une le premier jour, une le troisième jour. Donc j'avais juste passé les qualifs, j'avais 2 semaines à faire, j'avais une raquette, plus de cordage. Donc, et le sac à dos, donc j'arrivais sur le cours avec le sac à dos, une raquette tous les jours. J'arrivais comme ça, sac à dos, une raquette, la bouteille d'eau glacée parce qu'il n'y avait plus de sac, c'était un glaçon complet. Et tu mettais que des branlées. Et pas de cordage, donc en fait tous les jours je donnais ma raquette au cordeur, et il mettait tous les restes, des gens, les fins de bobine et tout.
Donc le matin, je me réveillais violet et vert, le lendemain, c'était gris et bleu. Et tous les jours, j'arrivais avec un cordage différent. Et c'est là où je me dis que maintenant, en fait, je suis vraiment une pleureuse, parce que tu sais, ma tension va être différente d'un demi-kilo. Ouais. Et je vais dire, ah putain, elle est complètement détendue, la corde avec ses pieds, le mec, ça va me rendre fou. Et alors qu'à l'époque, je jouais avec un cordage différent tous les matins. Une raquette du commerce, et il y en avait une qui devait faire 310, l'autre qui devait faire 2,95. Et je m'en branlais. Et j'avais pas l'impression que ça affectait du tout mon jeu. Donc non, maintenant je suis devenu l'aristocrate du tennis. Ouais, et tu custo et tout. Ouais, c'est Ed, ils font vraiment du bon boulot pour t'envoyer. Ils ont beaucoup de pro stock et ils te les préparent aussi avant. Donc ça rend ça super facile. Donc non, ouais, maintenant c'est pro au niveau de ça, mais ouais, c'était là. J'étais rentré sur Richard Gasquet avec le sac à dos et les 3 raquettes. Et c'est là où je me suis dit, il faut arrêter. Et en fait, c'est Lio Zimler qui m'a mis le coup de pression. Je ne le connaissais pas et je faisais un entraînement, je jouais avec Ben et j'étais un peu stressé de jouer avec Ben, j'avais envie de pas mal jouer. J'arrive à l'entraînement, je n'avais jamais rencontré le bonhomme avant. C'est mon père qui disait, bah, j'aimerais bien que tu entraînes mon fils et tout. Ouais. Et je me pointe à l'entraînement. Tu peux nous limiter au passage? Non, j'ai trop envie. J'aimerais trop faire savoir. Ralph, il le fait super bien. Ben, il le fait bien aussi. Ben, il le fait très bien. Ouais. Mais je suis très mauvais imitateur. Et quand j'arrive, il me dit pas bonjour, il me dit pas ça va. Il me dit, t'es en retard? Et moi, je suis tout le temps en retard. Et donc là, je me suis dit, putain, je me suis trompé d'heure. Je lui fais, ah, je croyais que c'était à 9h30. Il fait, ouais, c'est à 9h30 l'entraînement. Comment ça se fait que tu arrives à 9h20? Je fais, ok. Et je lui fais, ah, pardon, la prochaine fois, j'arriverai plus tôt. Et il me fait, il est où ton sac? Je lui fais, bah, c'est mon sac, j'ai tout dedans et tout. Il fait, c'est la dernière fois que tu viens t'entraîner ici avec un sac à dos. Et il m'a pas dit bonjour, rien. Et du coup, tu sais, il a mis le temps. Je pense qu'il aime bien aussi au début imposé d'entrée. Et ça marchait parce que j'arrivais, la première rêve avant-hier, tous les entraînements, j'arrivais stressé comme ça. Et non, du coup, après le coup de pression de Lionel, je suis rentré et j'ai sorti le thermobag des cartons et je suis reparti comme un vrai joueur de tennis. Énorme. Très bon ça. Bon, l'aristocrate du tennis. Le nouvel aristocrate du tennis. J'ai pas envie que ça reste mon surnom, mais non. Je le prends temporairement. Non, c'est juste pour reprendre ce que tu viens de dire, mais c'est pas ce que tu dégages du tout, mais c'était drôle en tout cas, et puis c'est surtout très cool de mieux te connaître. Ouais, ça m'a fait plaisir. De comprendre un peu par où t'es passé, ce que tu vis, qui t'es, et mec, le meilleur, on y va. Hein. Merci beaucoup. Objectif qualif, j'imagine, évidemment. Oui, j'espère me qualifier. C'est un peu… pareil, j'essaie la plupart du temps de fixer des résultats, des objectifs qui dépendent de moi. Ouais. Le fait de jouer un certain nombre de semaines en bonne santé, avoir des objectifs liés surtout à ma progression, tout ça. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'on aime bien les résultats aussi pour juger une saison et savoir si ça a fonctionné ou pas. Et je pense que cette année, la qualif en Grand Chelem, ça va être un petit une marche, quoi. Gâterie à aller chercher. Donc on va essayer de… si ça peut être d'entrée, tant mieux. Sinon, on va repartir au travail et on essaiera déjà de rentrer dans le cut et de se qualifier sur ce qui arrive. Tu es du genre à t'offrir un truc si tu fais péter une qualif? Non, je m'achète jamais rien pareil. Ah ouais? Ça, ouais, c'est vrai, je me fais rarement… J'aime bien, mon truc, c'est d'aller voir mes potes à Toulouse et de célébrer ça ensemble. Énorme. Et dans le partage, le gars. Mais sinon, non, pour ça, je suis pas du tout… je suis pas du tout à me donner des objectifs, à m'offrir des trucs. Mais non, juste ça va paraître bateau ce que je vais dire, mais rentrer et genre voir le sourire sur le visage de mes parents, genre ressentir la fierté, c'est vraiment la meilleure émotion Énorme. Et la meilleure récompense que je puisse avoir. Tu regardes YouTube un peu ou pas? Je regarde, ouais. J'ai suivi déjà le Boulogne-sur-Mer, je trouve énorme. Très bon ça. En plus, tu connais les gars et tout. Nathan qui a tout monté, qui est derrière la caméra. Donc, en plus, vous avez passé un super bon moment. Ouais, c'est chouette, belle aventure. Les matchs par équipe, c'est cool. Cette année, il y avait une belle équipe et on a très peur d'eux l'année prochaine. Tu jouais avec qui? Parce que c'était Marignane. Ah, on devait vous jouer. Ouais. Et c'est à cause de ça que tu as eu un épisode de moins du coup. Ouais, c'est à cause de nous. Et Marignane, il y a des vidéos à faire avec vous ou pas? Dans l'équipe? Tu sais, le Fred, il m'a dit putain, il faut qu'il vienne. Max. C'est qui Fred? C'est notre capitaine à nous. Fred comment? Il me dit Fred Ross, il s'appelle. Mais Fred, mais j'attends ton appel depuis la nuit des temps, Fred. T'attends quoi? Je mets le mail dans la description, Fred. Je lui dirai, mais. Carrément. Mais bon, après, avec Boulogne, tu fais tellement du bon boulot, mais si jamais il te libère et tu cherches un autre club, Fred, il est très chaud. Tu joues combien dans l'équipe? Je joue en 2. Et devant, c'est qui? Antoine Escoffier. Ah yes, Escoff, c'est bon ça. Du coup, tu regardes, oui, bon, tu as vu les chaînes, tu regardes qui d'autre sur YouTube? Principalement des résumés des matchs de foot, ok. si je veux être honnête.
Pas de youtubeur? Non, j'ai pas de. Plus maintenant. Quand j'étais jeune, j'en regardais beaucoup. Ouais. Pas de trucs scientifiques la plupart du temps. C'est vrai, Okay. genre, y penser, je me rappelle, je ponçais ces vidéos. Ouais. Mais non, j'ai finalement pas tant que ça à part pour le foot. En D'accord. général, les vidéos de foot et ouais, je suis un peu. Et le tennis, foot-tennis principalement. Ouais, On a un truc qui est important. Ah bah les podcasts, Ouais. bah là tu seras sur les deux, là, sur YouTube et podcast. On a un truc assez important à la fin, c'est de s'abonner, de mettre des commentaires. Mais je crois, abonnez-vous. voilà, Je suis abonné, mais je suis abonné. Voilà, mais je crois que tu es assez fort pour faire des conclusions. Tu peux faire une petite conclusion là, Merci à Max pour ce bon rendez-vous. Et si vous voulez en voir d'autres sur cette quinzaine ou peut-être plus, je sais pas, quinzaine pour toi, sur cette quinzaine à Open d'Australie, abonnez-vous, appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications. Voilà. Et posez un like et des commentaires, c'est important pour le référencement. Le référencement, très important. L'algorithme, eh oui, dans cette vie algorithmique, quelle tristesse, mais quelle beauté à la fois. Bon, et on met le compte Instagram de Monsieur Chidec en commentaire. Allez-y, en sachant enfin, en description. Je le suspends, je pense, 6 mois par an. Ah bon? Ouais, j'ai tendance. T'en as marre? T'es pas trop réseau? réseau? Je l'utilise peu en général, ouais. Mais en fait, ce que j'aime pas, c'est que quand je l'utilise pas, j'ai pas envie que les gens m'envoient des messages et pensent que je les zappe. C'est juste qu'en fait, j'y suis pas, donc je préfère le suspendre, comme ça ils peuvent pas envoyer de messages. Tu veux qu'on mette autre chose, ton adresse postale? Je peux mettre le nom de mon pigeon voyageur si vous voulez lui déposer une lettre. Il est on va mettre très endurant. L'adresse mail de Jonathan Danière de Végui. Vous pouvez lui envoyer. Voyageuse en tant vous pouvez lui envoyer des emails, des courriers postals et il les enverra ensuite à Clément Chidec. Merci encore mec. Merci Max. C'était trop bien. Et bon tournoi. Vamos. Très bonne poignée. Allez, à toutes. Vamos. Ciao ciao.